Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence qui est à destination des chefs d'entreprise, des RH, des représentants syndicaux et des élus de CSE. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Puisque le GIEC a publié la semaine dernière le dernier volet de son 6e rapport sur les solutions à apporter en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Selon ce rapport, il y a vraiment urgence à se saisir du sujet du climat, puisque nous devons inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre avant 2025. Donc, il est très important de se saisir des dispositions prévues par la loi climat qui va donc nous occuper pendant les 45 prochaines minutes. Donc, avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est donc le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à toute une base de modèles de documents, modèles de contrats ou modèles de lettres qui vont vous faire gagner un temps précieux. Et enfin, cet abonnement vous donne également accès à toute notre équipe de juristes qui sont basés à La Rochelle et qui répondent à vos questions par téléphone. Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Vallier, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous de m'inviter. Donc, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de nous envoyer vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va donc y répondre au cours de cette webconférence. Et nous avons prévu donc une durée de 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Et je vois que certains internautes ont déjà commencé, ou via le petit onglet chat en bas à droite de votre écran. Et si vous avez besoin donc de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Vallier, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. Donc, toutes les questions que vous nous avez fait parvenir ont été regroupées dans 3 thématiques différentes. Nous verrons d'abord les mesures en matière de protection de l'environnement. Ensuite, nous verrons les mesures qui concernent le dialogue social. Et enfin, nous parlerons du renforcement en matière de protection judiciaire de l'environnement. Donc, nous allons commencer par notre première partie. Et en guise d'introduction, Maître, pouvez-vous nous rappeler la genèse de cette loi? Oui, bien sûr. Merci de nous laisser la parole. C'était une loi compliquée qui a mis du temps à aboutir en fait. Concrètement, c'est une loi qui émerge à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat qu'on a eue il y a déjà 2-3 ans au début du gouvernement Macron. Alors, souvent, vous savez, on a tendance à toujours relier cette loi climat, qui est assez intéressante en fait. On a toujours tendance à la rallier à cette convention climat parce que effectivement, alors le président a choisi de sélectionner certaines mesures qui ont été retenues par des citoyens dans le cadre de cette loi. En fait, il faut un peu mettre tout ça en perspective. On n'est pas que dans la suite de la Convention citoyenne. Il faut comprendre aussi que c'est une loi qui est véritablement, si je peux m'exprimer ainsi, un peu touche à tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une loi qui est de type transition énergétique ou Grenelle 2 qu'on a vu à l'époque sous Sarkozy et Hollande respectivement. C'est une loi qui touche à tous les secteurs. On va le voir tout à l'heure. On a du droit de l'urbanisme, du droit des contrats, du droit pénal, du droit du travail. On a tout. Droit de société, dans cette loi, on a tout.
Et on est dans une continuité, en fait. On est dans une continuité qui est celle, concrètement, de la mise à jour des systèmes de mécanismes juridiques, de reporting, de labellisation, de verdissement des marchés publics, du verdissement du droit d'urbanisme. Et on est aussi plus globalement, mais ça j'y reviendrai après si vous voulez bien, on est dans un mouvement aussi d'écologie européenne, hein, parce qu'en ce moment, là on a cette loi, concrètement cette loi climat. Au plan européen, hein, il faut bien se rappeler qu'en ce moment, hein, on a tout ce qui est Green Deal et taxonomie, et que cette loi dite climat et résilience, hein, qui est adoptée maintenant depuis l'été dernier, et qui dans une application progressive dans le temps, cette loi s'inscrit aussi dans ce contexte européen. Quelques remarques simples, je viens de le dire, effectivement, on est dans une loi qui s'applique dans le temps progressivement. Aujourd'hui, il y a certaines dispositions de la loi qui sont appliquées, et des décrets ont été pris, d'accord, sur certains volets de la loi. Progressivement, on va avoir des applications en 2022, mais aussi 2023, 2025, jusqu'en 2034, s'il n'y a pas de réforme qui vienne contrarier cette loi d'ici là, d'accord. Donc, on est dans une loi d'application progressive qui va toucher à tous les domaines et qui met en œuvre beaucoup de mécanismes. On a des mécanismes d'incitation, de répression pénale, on a des instruments aussi de mesure, on va le voir avec l'éco-score. On a des modifications de seuil en matière d'urbanisme et d'immobilier tertiaire. On a aussi pas mal de mesures en matière d'engagement volontaire, hein, tout ce qui est soft law, d'accord. Voilà, donc la loi, grosso modo, c'est ça. Retenons une chose simple, c'est la continuité de la Convention climat, mais qui s'inscrit dans un cadre européen beaucoup plus global. Voilà. D'accord, très, très bien. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Quelle modification apporte cette loi en termes de lutte contre le blanchiment écologique? Alors, beaucoup de modifications. Là aussi, alors, dans cette loi, je fais un parallèle, hein, j'essaie de faire un peu un parallèle avec ce qui va suivre ensuite. Il y a eu deux polémiques, en fait, au moment des discussions parlementaires. Il y a eu des polémiques essentiellement sur le volet pénal de la loi qu'on va voir plus tard et quelques aussi chamailleries sur le volet strictement greenwashing, éco-blanchiment, publicité mensongère en matière environnementale. Effectivement, cette loi aurait pu aller plus loin que ce à quoi elle aboutit aujourd'hui. Toutefois, sur le plan du greenwashing, de l'éco-blanchiment, hein, qui consiste à faire des publicités mensongères en matière environnementale sur des biens ou des services, la loi est pas si mal. Hein, elle est pas si mal parce que là aussi, elle touche un peu à tout. Globalement, je vais essayer de résumer un peu les choses simplement pour qu'on ait un peu une meilleure vision de l'encadrement qu'apporte cette loi en matière d'éco-blanchiment. Essentiellement, d'abord, on a des mesures d'interdiction. Des mesures d'interdiction qui sont prises au travers du droit de la consommation, du code de la consommation, d'accord. Très simplement, jusqu'à aujourd'hui, ça je reviendrai après aussi, il faut savoir que le juge civil, aussi pénal, là on parle du civil, sanctionnait déjà les pratiques en matière d'éco-blanchiment, mais le juge n'avait pas à disposition cet outil, hein, cette notion qu'est l'éco-blanchiment. Le juge sanctionnait des pratiques dites trompeuses. Aujourd'hui, il faut savoir que, au travers de la jurisprudence, d'accord. Aujourd'hui, il faut savoir que, à travers les textes pris en application de la loi concernant le climat, on a clairement une reconnaissance de l'éco-blanchiment, du greenwashing, comme étant une pratique commerciale trompeuse. Et à ce titre, elle est sanctionnée comme telle aujourd'hui, d'accord, comme toute pratique trompeuse, ok. Pratique trompeuse dans la publicité elle-même, ça peut être aussi de manière comparative, d'accord, faut pas oublier ça, ok. Ça peut être aussi dans le cadre de la concurrence déloyale. Alors, d'abord des interdictions concernant donc cette notion de publicité commerciale trompeuse. Autre notion aussi on a aussi la sanction de tout ce qui est de l'usage abusif de la notion de neutralité carbone. C'est une notion qu'on voit de plus en plus dans la publicité, effectivement. Neutralité carbone, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est surtout des notions qu'on trouve dans les publicités ménagères, ou aussi surtout pour tout ce qui est véhicule, transport. On ne sait pas très bien ce que c'est la neutralité carbone. C'est une notion un peu floue. Des notions floues en matière environnementale, on en a pas mal, d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette notion, aujourd'hui, elle est aussi encadrée par la loi, d'accord. Utiliser cette notion de neutralité carbone
en matière de publicité est prohibé, à moins que l'entreprise démontre effectivement qu'elle est dans une démarche dite de neutralité carbone, c'est-à-dire qu'elle produise clairement au public, à travers des liens ou des QR-codes, ça se présentait comme ça dans la publicité maintenant, un bilan carbone concret sur les produits ou les services qu'elle propose, pour dire oui, voilà, je suis, en tant qu'entreprise, neutre en matière de carbone, ou mon produit ou mon service est neutre en matière de carbone. Voilà. Donc, ça aussi, nouvelle interdiction, nouvelle prohibition, si je puis dire, sur cette notion de neutralité carbone. Il faut aussi savoir que à partir de août, donc c'est demain, août, on va aussi avoir des interdictions progressives en matière de publicité sur les énergies fossiles. Alors, quelques remarques. Publicité interdite sur les énergies fossiles, petit à petit, d'accord, entre août 2022 et jusqu'en 2028, on va avoir des interdictions progressives par rapport à ces énergies fossiles. Il faut comprendre que dans cette loi, on vise l'interdiction de publicité à terme sur les énergies fossiles, tout produit ou service qui consomme des énergies fossiles, donc c'est concrètement le gaz et le pétrole. Et on a aussi, à côté de ça, mais ça on y viendra plus tard, des dispositions spécifiques sur tout ce qui concerne aussi la publicité et aussi plus largement les activités sur tout ce qui est secteur forestier, minier, artificialisation des sols, d'accord. Là aussi, on a de plus en plus d'encadrement via la loi climat. Okay. Petit rappel quand même, parce que là je vous explique depuis tout à l'heure que on a une reconnaissance dans le code de la consommation de l'éco-blanchiment comme étant une pratique commerciale trompeuse. Et je vous ai dit en propos liminaire que le juge civil, notamment, mais aussi pénal, pouvait se servir de cette notion, même si elle n'existait pas antérieurement, avant la loi climat, en tant que telle. Il faut savoir qu'on a déjà eu plusieurs arrêts. Alors ça, je peux en parler parce que, à titre personnel, je fais pas mal de droit pénal, mais j'ai un doctorat en matière de compliance environnementale, sur tout ce qui est l'aspect réglementaire et non volontaire en matière d'environnement. Il faut comprendre qu'on avait déjà différents arrêts. On avait un arrêt que j'ai noté du 6 octobre 2009 qui sanctionnait déjà à l'époque à Monsanto sur les pratiques liées au Roundup, pratiques d'éco-blanchiment liées à ce produit, ce pesticide qui est le Roundup. On avait aussi différentes décisions, deux décisions de la Cour d'appel de Versailles qui étaient du 17 septembre 2001 de mémoire, il me semble que c'est 2001 ou 2000, qui portaient là aussi sur l'interdiction de publicité comparative trompeuse en matière écologique. D'accord. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet éco-blanchiment? Là, comme ça, dans les grandes lignes, on peut dire que finalement, on a une reconnaissance par les textes, une reconnaissance réglementaire d'une jurisprudence qui existait déjà jusqu'à présent, qui date d'il y a au moins 10 voire 15 ans. D'accord. C'est qu'une traduction réglementaire d'une jurisprudence qui existait déjà antérieurement. Alors, là aussi, je rappelle que cette loi climat qui vient entériner, reconnaître cette notion d'éco-blanchiment, elle s'inscrit là aussi dans un prolongement. Comme je l'ai dit initialement, on est dans un mouvement européen et on a aussi précédemment d'autres réformes qui ont été prises en matière d'environnement. En France, on avait la loi AGEC, il n'y a pas très longtemps, qui était prise en matière de gaspillage et d'économie circulaire, qui visait à protéger le consommateur en matière de greenwashing, d'éco-blanchiment. La loi climat renforce en fait cette loi AGEC et va dans la continuité de la loi AGEC, d'accord. Et cette loi AGEC portait déjà sur l'interdiction de certaines mentions d'emballage, de mentions écologiques sur les emballages de produits générateurs de déchets, d'accord. Aujourd'hui, finalement, cette loi climat va prolonger, étendre le délit d'éco-blanchiment à l'ensemble des publicités et pas uniquement sur les produits d'emballage. En fait, on est sur un processus concrètement de renforcement. Bonjour à tous, je vois les petits messages qui gravitent autour de moi. Bonjour à tous, j'espère que ça vous intéresse, j'espère que vous intéressez à l'environnement. On continue. Autre point aussi qui est intéressant, et il faut savoir qu'on a, donc là je vais rappeler quelques interdictions qui portaient sur l'éco-blanchiment, reconnaissance réglementaire de l'éco-blanchiment. Quelques remarques aussi, il faut savoir que grâce à cette loi, on a une reconnaissance de certains instruments qui n'existaient pas auparavant. Tout à l'heure, je l'ai un peu mentionné,
je vous ai parlé de l'éco-score, d'accord? Et vous savez, il y a un moment donné, on a eu la création il y a 1 ou 2 ans de l'éco-score en matière d'étiquetage, d'affichage environnemental sur le secteur alimentaire, d'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette étiquette environnementale, cet affichage environnemental qu'on appelle EcoScore, qui est en fait un instrument de mesure des performances énergétiques environnementales des produits et services, aujourd'hui, cet EcoScore est étendu à bon nombre de produits et services au-delà du seul secteur alimentaire. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et on a une échelle de production de carbone, d'émissions carbone, qui va de A à G. Voilà. L'échelle, c'est ça. C'est un instrument de mesure qui est créé par la loi climat résilience. Concrètement, hein, on peut dire les choses clairement, ça fait furieusement penser à ce qui existe en matière immobilière, on va le voir après, en matière de DPE, hein, de diagnostic de performance énergétique. C'est un peu le même schéma hein, qu'on a transposé de la matière immobilière à l'ensemble des produits et services. On a repris ce concept de notation de mesure DPE et on l'a transposé à l'éco-score pour la plupart des produits et services pour mesurer leur impact climatique. Donc on a des interdictions et de reconnaissance par le code de la consommation de la notion d'éco-blanchiment. On a cet étiquetage environnemental au travers de l'éco-score, d'accord, qui va servir d'instrument de mesure. Et on a aussi des instruments d'incitation. Hein, vous savez, en ce moment, c'est la grande mode depuis, on va dire, ça a commencé à la fin de ma thèse, donc on va dire déjà 3-4 ans, la mode des chartes et codes de conduite éthiques internes pour les entreprises. Hein. Aujourd'hui, au travers de la loi climat, on a cette technique juridique du code de bonne conduite qui est valorisée en fait par la loi climat. Concrètement, la loi climat, le gouvernement, plutôt l'Assemblée nationale, donne le pouvoir au CSA, hein, Conseil supérieur de l'audiovisuel, de contrôler, de vérifier hein, si les entreprises sont conformes en matière d'éco-blanchiment ou pas, et le CSA va pouvoir en fait voir et diffuser une liste des entreprises qui souscrivent ou pas elles-mêmes à un code de bonne conduite qu'elles se sont fixées elles-mêmes, d'accord? Et c'est le CSA qui va contrôler cet élément. C'est un peu amusant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs en la matière. On a le CSA, on a l'ADEME, on a l'RPP, qui est l'autorité de régulation des publicités. On a aussi le jury de mémoire, le jury de la déontologie publicitaire. Bref, on a beaucoup d'organes. C'est finalement le CSA qui va être garant de ce contrôle des codes de bonne conduite qui vont être pris ou pas par les entreprises, d'accord? Et le CSA aura un pouvoir, comme un peu le lanceur d'alerte, mais dans une version différente, bien sûr. Mais le CSA aura un pouvoir de ce qu'on appelle un name and shame. Hein. Ça fait écho un peu à ce qu'on a en matière de comply or explain. C'est une nouvelle technique qu'on a qui est issue du droit, la pratique de compliance en matière anglo-saxonne. Ce name and shame, en fait, le CSA va avoir le pouvoir de dénoncer, en fait, quelque part, hein, c'est le terme, les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements de bonne conduite, qu'elles auront pris elles-mêmes, hein, d'accord? C'est ça l'idée, ok? Donc là aussi, vous voyez, on a une mesure, un instrument volontaire hein, de soft law, véritablement, qui permet aussi de lutter contre l'éco-blanchiment. Il faut savoir que l'éco-blanchiment, hein, c'est un thème compliqué, et cette mesure volontaire, c'est bien aujourd'hui qu'elle soit complétée par l'éco-score et surtout par cette reconnaissance dans le code de la consommation de cette problématique de l'éco-blanchiment comme étant une pratique économique déloyale, parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de soft law, beaucoup de normes volontaires hein, en matière d'éco-blanchiment, et il n'y avait pas vraiment de réglementation en la matière, même si, comme je vous l'ai dit, il y avait des jurisprudences hein, qui venaient sanctionner la pratique. Mais c'est bien aujourd'hui que cette pratique volontaire soit encadrée et accompagnée, j'ai envie de dire, par cette reconnaissance textuelle de l'éco-blanchiment comme étant une pratique commerciale déloyale. Voilà. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, vous avez parlé d'immobilier tout à l'heure. Effectivement, c'est le thème de notre prochaine question. En termes de construction de bureaux ou de construction de bâtiments à usage commercial, quelles nouvelles règles doivent-elles être appliquées désormais?
Ah, tout à fait. Alors effectivement, dans de nouvelles règles aussi en matière de droit de l'urbanisme, donc là on a vu, hein, on fait l'éco-blanchiment, c'est le droit à la consommation. Là, on a beaucoup de règles en matière d'immobilier tertiaire, d'immobilier d'entreprise. Alors je fais une parenthèse, là aussi à titre liminaire avant de rentrer dans le détail. Il faut savoir que là aussi, avec cette loi climat, on est dans le prolongement en fait de ce qu'on avait fondamentalement avec la loi Elan, hein, qui déjà contenait des dispositions en matière de réduction de stratégie de construction bas carbone, d'accord. Loi Elan, c'est une prolongation de cette loi. C'est aussi une prolongation et un complément du règlement d'environnement, le fameux RE 2020, qui en ce moment est entré en voie d'application depuis assez peu de temps en fait, hein. Donc on avait quelques textes déjà récents qui venaient imposer des démarches environnementales responsables en matière d'immobilier entreprise. On est donc dans cette continuité, et je précise aussi, point important, qu'on est aussi dans une continuité en matière là aussi de soft law. Hein, on a aussi déjà 3-4 démarches environnementales volontaires qui progressent de plus en plus, avec les bâtiments bas carbone, la démarche HQE. Hein. On a aussi des démarches volontaires environnementales qui existent de plus en plus sur la matière. Je le précise parce que de plus en plus, ces normes volontaires émergent et font de plus en plus l'objet de révisions en ce moment. Je tenais là aussi à bien cadrer les choses. Alors, petite précision là aussi supplémentaire, il faut savoir que là, on va apporter quelques précisions en matière d'immobilier tertiaire. Je le précise quand même parce que c'est pas dans notre thématique du jour où on cible vraiment le CSE et les entreprises. Je précise quand même qu'au travers de la loi climat, on a pas mal aussi de petites réformes importantes en matière de copropriété et d'immobilier de particuliers. D'accord. C'est important parce que dans cette loi, on a beaucoup de changements en matière de transactions immobilières, d'accord. On a un renforcement des audits énergétiques et des diagnostics de performance environnementale. Donc je le précise parce que aujourd'hui, dans pas très longtemps plutôt, parce que c'est une loi à effet différé, on va avoir l'interdiction de vendre certains biens qui sont considérés comme des passoires énergétiques, de vendre ou de louer aussi. Donc je préfère le préciser parce que c'est des éléments quand même très importants. Alors je vois une petite remarque, là je me permets de faire un interlude, je vois une petite remarque. Bonjour, c'est l'ARCOM qui va contrôler la bonne application des engagements des entreprises. Si c'est l'ARCOM, vous pouvez préciser, Alice, peut-être, juste, je me permets de faire la remarque, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du CSA pour les publicités, le contrôle des bonnes applications des engagements des entreprises. Vous parlez des publicités, de l'éco-blanchiment, vous parlez du contrôle des activités en matière immobilière. Juste, voilà, si vous pouvez préciser la question, je me ferai plaisir de vous répondre. Je reviens à ce que je disais, juste sur le volet immobilier tertiaire. Alors, en fait, cette loi climat, elle va toucher à peu près tout l'immobilier tertiaire, d'accord. En somme, j'essaie de faire simple, la loi demande à verdir les toitures, c'est-à-dire à faire des toits végétalisés ou, s'ils ne sont pas végétalisés, à mettre en place des panneaux photovoltaïques, d'accord. L'idée de la loi, c'est ça. Alors, ça concerne quel bâtiment? Ben, ça concerne à peu près tout. Ça va concerner essentiellement les commerces, les bureaux, les parkings, les hangars, les entrepôts. Voilà, donc ça concerne quand même à peu près tout l'ensemble de l'immobilier tertiaire. C'est pas rien, d'accord. Il faut savoir que c'est véritablement à partir du 1er juillet 2023, hein, pour les entreprises de plus de 500 mètres carrés et les entrepôts, qui sera obligatoire d'installer des panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, ou de végétaliser les toits. Donc on a une petite fenêtre de tir qui en fait est courte, hein, c'est de 1 an, hein, c'est demain, hein. Donc obligation de verdir en fait, hein, ou de mettre en place des panneaux photovoltaïques. C'est ça essentiellement que contient cette loi. Je précise quand même 2-3 choses, parce que on vient pas de nulle part, hein, là je vous parle d'un délai d'1 an, je vous dis voilà c'est très court effectivement, on vient pas de nulle part. On le verra aussi en matière de CSE, je ferai la même remarque aussi par rapport au CSE environnemental qui ne vient pas de nulle part non plus. Là on avait aussi une loi de 2019, du 8 novembre 2019, qui déjà envisageait, imposait à certaines entreprises, notamment aux bâtiments à usage industriel, mais aussi
aux artisans, aux entrepôts, aux hangars et à certains parkings de plus de 1000 mètres carrés de mettre en place des mesures de panneaux photovoltaïques ou de toits végétalisés. D'accord ? Donc voilà, c'est déjà, si vous voulez, là aussi la loi climat, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en matière d'éco-blanchiment, ne crée pas véritablement une obligation nouvelle, mais vient renforcer des obligations qui étaient déjà naissantes depuis la loi de 2019. D'accord ? Voilà. Donc là, on est sur un volet vraiment de renforcement. Je précise cela parce qu'on va le voir aussi pour le CSE après et en matière de droit pénal. C'est vraiment une loi plus de renforcement et de durcissement de l'environnement en entreprise et en CSE, plus qu'une loi de création de nouvelles infractions, de nouvelles obligations. Voilà, je tenais à la préciser. Dernier point, juste sur votre question, j'ai parlé des parkings et de certains types de bâtiments. Il faut aussi savoir que les aires de stationnement, d'accord, et tout ce qui concerne les lourds travaux de rénovation, c'est-à-dire les travaux de rénovation qui portent sur les structures vraiment porteuses des bâtiments, seront aussi concernés par cette obligation de verdissage, c'est-à-dire de mise en place de panneaux photovoltaïques ou d'espaces verts, en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour répondre à Mathieu qui demande si ça concerne uniquement le neuf ou l'ancien, c'est pour le neuf. Oui, tout à fait. Uniquement. Tout à fait. Voilà. Alors, on va essayer d'avancer parce qu'on a encore beaucoup de sujets à voir et l'heure file à toute allure. Alors, en matière Mathieu, de déclaration, de performance extra-financière, donc ces déclarations existaient également bien avant cette loi, mais cette loi vient aussi renforcer les choses. Alors, pouvez-vous nous rappeler très brièvement, déjà, dans un premier temps, quelles entreprises sont concernées par ces déclarations et quelles sont les nouveautés concernant ces déclarations extra-financières? Oui, tout à fait. C'est une excellente question que vous me posez. Effectivement, alors concernant la DPEF, là aussi, on est dans un prolongement. On est dans le prolongement de ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire des différents reportings qui existent en matière environnementale et je dirais plus largement de RSE. Hein. On est dans le prolongement du reporting instauré par la loi Grenelle 2, du reporting européen, de différents reportings privés qui existent, notamment enfin privés ou du moins internationaux comme le GRI, le Global Initiative Reporting. Et on est aussi dans le prolongement et le renforcement du reporting climatique qui avait été mis de mémoire, si je ne me trompe pas, sous François Hollande. Et on est aussi dans le prolongement de la loi Pacte. Alors, essentiellement, je vais essayer de faire simple, cette déclaration de performance extra-financière, ou performance RSE, hein, c'est ça l'idée, porte sur tous les aspects, tous les impacts que peut avoir l'entreprise en matière environnementale, entre autres sur le changement climatique, mais pas que, ça porte aussi sur les déchets, ça porte sur toutes les thématiques, l'eau, l'air, bref, toutes les pollutions engendrées par les sociétés. Cette DPEF, essentiellement, elle concerne les grands groupes, d'accord ? SA, côté, non côté, de plus de 500 salariés, essentiellement c'est ça. Il faut comprendre que la DPEF, essentiellement, ça touche les entreprises qui sont aussi soumises à ce qu'on appelle aujourd'hui le devoir de vigilance ou de diligence, c'est-à-dire les grands groupes, d'accord ? C'est un peu plus large pour le reporting que pour le devoir de diligence, il y a plus d'entreprises concernées. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour englober et cerner le périmètre de la chose. Alors, il faut savoir que, essentiellement, je coupe le portable, essentiellement avec cette loi climat, en son article 138, hein, on va avoir un élargissement du champ d'application de cette obligation. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le reporting extra-financier va devoir contenir désormais tous les postes d'émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre liés aux activités de transport et aussi un plan d'action en matière de transport. Je précise un peu mieux ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans le reporting extra-financier qui existe aujourd'hui, on va élargir ce reporting extra-financier à toutes les entreprises de commanditaires de prestations de transport. Donc, c'est essentiellement les transporteurs et les entreprises ayant recours à des transporteurs qui sont visés par l'élargissement de ce reporting extra-financier. D'accord ? Ça, c'est important, très important. Et je précise aussi qu'on va avoir de nouvelles obligations en matière de devoir de vigilance que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est dans le prolongement de la loi Sapin 2 qui existe depuis un certain nombre d'années aujourd'hui.
crois que c'est 2017 ou 2016, je sais plus, c'est à peu près dans ces eaux-là. On va avoir un renforcement du devoir de vigilance, là aussi, concernant d'une part tout le volet transport. Il va y aussi avoir des conséquences en matière d'accès au marché public. D'accord, ça je l'évoquerai vraiment juste à la fin parce que c'est important. Mais là aussi, on a une importance grandissante du devoir de vigilance et de reporting pour l'accès au marché public et au contrat de concession des sociétés privées. D'accord. Et tout ça s'inscrit dans le cadre aussi du renforcement de l'avènement de ce qu'on appelle le règlement taxonomie. Hein. Donc, tout ça est lié, si vous voulez. On a un renforcement d'un côté du reporting climatique dans le secteur des transports, un renforcement du devoir de vigilance, d'accord, pour les entreprises de transport et aussi pour l'accès au marché public pour toutes les sociétés. Et aussi, il faut prendre en compte ce règlement taxonomie qui va arriver dans pas très longtemps, d'accord, et qui va aussi obliger les sociétés à catégorier leurs activités pour savoir si elles sont plus ou moins polluantes et éventuellement bénéficier soit de réductions et d'incitations fiscales, soit au contraire être sanctionnées. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Maître. Alors, venons-en à notre deuxième partie. Il nous reste un petit quart d'heure. Donc, les mesures concernant le dialogue social. Donc, la loi prévoit que le CSE aura désormais un rôle à jouer en matière de protection de l'environnement. Quel est-il et toutes les entreprises sont-elles concernées? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Concrètement, oui, les entreprises sont concernées. Alors, quelles entreprises? Ben, celles qui ont plus de 50 salariés, hein, essentiellement. C'est ça Donc, l'idée. les petits CSE sont exclus. C'est Oui, à partir de exactement. 50. Sous exclu, tout à fait. Donc, il faut quand même un certain seuil, 50 salariés. Hein, c'est le fameux seuil qu'on connaît tous. Hein, c'est le seuil où, en fait, on commence vraiment à avoir un pouvoir plus important en matière de consultation du CSE en matière économique. Hein, c'est là où ces pouvoirs se renforcent. C'est le seuil fatidique, on va dire, hein, de déclenchement de ce pouvoir d'information, de ce devoir d'information qu'a l'employeur, le dirigeant vis-à-vis du CSE en matière économique. Là, concrètement, le CSE va avoir donc des prérogatives en matière environnementale. C'est une arlésienne dont on parle depuis 10-15 ans, le CSE environnemental. Donc aujourd'hui, c'est acté, oui, le CSE a des pouvoirs en matière environnementale. Alors, la question, c'est concrètement dans quelles consultations, j'anticipe un peu, mais quelles consultations du CSE sont visées? À peu près toutes. Les informations, les consultations récurrentes ou ponctuelles, d'accord? Dans les deux cas, le CSE va devoir être informé de l'impact environnemental des projets, des actions menées par l'entreprise. C'est important, hein. C'est important parce que ça veut dire que concrètement, les membres du CSE vont devoir être informés des conséquences environnementales de tout projet de déménagement, de la performance énergétique d'un nouveau bâtiment, l'introduction de nouvelles technologies, tout ce qui est consommation énergétique, d'accord, tout ce qui est éclairage aussi ou stationnement, investissement de l'entreprise en matière environnementale. Bref, le CSE, vraiment, hein, va être informé de tout en matière environnementale, que ce soit sur les questions récurrentes ou ponctuelles. Le CSE peut émettre un avis aussi en matière environnementale, d'accord, faut le souligner. Et là aussi, on est dans le prolongement. Le prolongement de quoi? Eh ben, de la loi santé. Hein, la loi santé qui a réformé pas mal tout ce qui est risque professionnel, hein, tout ce qui est qualité de vie au travail, santé, sécurité, travail. C'est dans ce prolongement-là qu'aujourd'hui le CSE se voit attribuer des prérogatives en matière environnementale. Très bien. Donc, vous avez nommé beaucoup de consultations dont nous devions parler juste derrière. Je passe à la question sur la BDES et justement, il y a une de nos internautes qui en pose une également. Donc, la BDES se nomme désormais BDESE, base de données économiques, sociales et environnementales. En sait-on plus sur son futur contenu? Et donc, j'ajoute la question de Priscilla qui demande si l'information du CSE ne se fera que via la BDESE. Alors non, pas du tout. En fait, le BDES, effectivement, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis la loi climat, on attend un certain nombre de précisions hein, qu'on n'a pas encore, on attend des textes complémentaires pour savoir concrètement ce que va contenir cette nouvelle base de données économique et sociale et environnementale aujourd'hui. On attend des textes complémentaires pour savoir ce qu'elle doit contenir en matière environnementale. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il faut y inclure deux choses. Il faut y inclure ce qui est exigé a priori en matière par le code de commerce
en matière de DPEF, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en matière de reporting extra-financier, qui fixe déjà un certain nombre de critères, d'éléments en matière environnementale. Donc déjà, premier réflexe à avoir, allez voir le code du commerce pour voir exactement ce qu'on peut sortir comme critères environnementaux pour l'appliquer et le donner au CSE via cette nouvelle base de données, d'accord. Donc regardez le code de commerce, ok, et regardez aussi ce que j'évoquais initialement au départ, ces différents reportings auxquels les sociétés doivent désormais se soumettre, le reporting climat, le reporting extra-financier. Les informations, les entreprises majoritairement les ont déjà en fait. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles informations qui sont exigées par les textes. Il faut savoir quand même, juste dernière précision sur ce point-là rapidement, que non, pour vous répondre, la base de données économiques sociales, c'est une base qui doit toujours être mise à disposition des salariés, par l'intranet, par des documents en accès libre. C'est une base de données accessible aux salariés et au CSE, d'accord. Mais c'est juste une base qui est toujours accessible. Après, c'est à l'employeur, à chaque réunion, ponctuelle ou récurrente, d'informer le CSE de tout nouveau projet qui pourrait avoir un impact environnemental, d'accord. Donc la base de données regroupe les reportings et certains critères environnementaux qu'on connaît déjà, mais pour les projets envisagés par le dirigeant, là, il faut qu'il en informe le CSE à chaque réunion. Très bien. Alors pour répondre à Lucie, juste sur ce sujet, alors ce ne sont, oui, alors, c'est pas un sujet à proprement parler, mais il doit être intégré à chaque consultation, comme ouais. le rappelait Maître Vallier tout à l'heure. Donc, admettons, vous avez un projet de déménagement de locaux, vous devez consulter votre CSE pour ce projet de déménagement, et vous devrez évaluer l'impact environnemental de ce déménagement sur, entre autres, l'augmentation des trajets des salariés ou au contraire la diminution des trajets des salariés. Enfin, voilà, c'est vraiment, ces notions environnementales vont être à intégrer à toute consultation du CSE à l'avenir. Ouais, tout à fait. Et je précise, parce que je vois une question qui est très intéressante, si vous me permettez. Mm-hmm. Je vois une question de Priscilla Clamy, là, qui nous demande est-ce qu'on peut insérer une démarche RSE, je suppose, dans le BDES ou auprès du CSE. Oui, tout à fait, on peut. Le CSE est consulté aussi. Tout ce qui est soft law ou démarche volontaire, bien sûr, le CSE peut, je dirais même doit, être consulté, bien sûr. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Maître. Alors, pas dernière, non. Autre disposition de la loi, la formation des élus de CSE, puisque les élus vont devoir se saisir de ces sujets, ils se doivent d'être également formés. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet et ce que prévoit la loi à ce sujet précis? Alors oui, tout à fait. En résumé, je vais faire simple, mais on a une formation en questions environnementales pour les nouveaux élus qui est prévue. Alors c'est greffé, c'est pas une nouvelle formation, c'est greffé à la formation économique qui existe en fait déjà, d'accord. La formation en questions environnementales, elle est maintenant possible pour les membres titulaires du CSE dans la formation économique et aussi pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. Voilà. Essentiellement, c'est ça qu'on peut dire sur la formation des élus CSE. Très bien, merci beaucoup. Alors, je préfère prévenir nos internautes qu'on terminera sans doute avec un petit peu de retard, puisque en théorie, il ne nous reste que 5 minutes. Mais je vous rassure, il reste juste 3 questions, donc ça ne devrait pas déborder trop non plus. Alors, pour faire le lien avec notre partie sur le dialogue social, l'un des pouvoirs du CSE, c'est le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. On peut imaginer qu'il sera sans doute plus fréquemment utilisé par les élus. Quand et comment peut-il être mis en œuvre? Alors, effectivement, je vais vous répondre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné une formation en matière de CSE et d'actualité en matière de droit social. Et je vais me servir de cette formation pour vous répondre plus directement. Il faut savoir que très récemment, là, depuis le 21 mars 2022, on a eu une réforme, donc c'était il y a quelques jours, on a une réforme
de la protection des lanceurs d'alerte, d'accord. Ça a complètement changé. En fait, on est venu, en gros, hein, je résume, on est venu élargir la protection du lanceur d'alerte, d'accord. On n'exige plus d'absence de contrepartie financière, d'accord. On n'estime plus aujourd'hui qu'il y a besoin que le lanceur d'alerte soit au courant personnellement de faits qu'il entend signaler, d'accord. Aujourd'hui, on a assoupli beaucoup de conditions pour protéger le lanceur d'alerte, sachant que on protège le lanceur d'alerte et aussi tout ce qu'on appelle des facilitateurs, d'accord, qui n'existaient pas vraiment dans la loi Sapin 2. Aujourd'hui, on protège le lanceur d'alerte et aussi les gens qui sont autour du lanceur d'alerte, ça faut le savoir, d'accord. Donc ça, c'est un point important. Aujourd'hui, en fait, le lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dénoncer d'abord, alors ça aussi, ça a changé, à une autorité interne, puis externe, puis éventuellement au public, des informations qui lui semblent toucher, porter atteinte à l'environnement, à la santé des populations, essentiellement. Ça peut aussi porter sur des éléments économiques. Passons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a réformé ce système aussi de manière plus approfondie. En gros, je résume, mais on n'exige plus ces différentes strates qu'il y avait avant, dénoncer les faits qui semblent problématiques en interne, puis en externe, puis après éventuellement au public. Non, aujourd'hui, la personne qui est lanceur d'alerte peut signaler soit à son choix, soit en interne, soit à une autorité compétente externe ou judiciaire, des faits qui lui semblent anormaux dans sa société, d'accord. Et éventuellement après, elle pourrait faire une divulgation publique dans certains cas, d'accord. Mais voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette loi climat? Que c'est pas cette loi climat, de ce texte qui est arrivé peu après la loi climat sur la réforme du lanceur d'alerte. Il faut retenir deux choses. Un, que la protection du lanceur d'alerte est élargie et simplifiée, d'accord, il est mieux protégé. Et de deux, que l'entourage du lanceur d'alerte, le facilitateur, est aussi un peu moins, mais tout de même protégé, d'accord. Et il faut savoir aussi qu'on facilite l'accès à la justice aux lanceurs d'alerte, notamment par la possibilité qu'a le juge désormais d'allouer des provisions pour frais de justice aux lanceurs d'alerte. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette loi prévoit également un renforcement de la protection judiciaire de l'environnement. Quels sont les 3 délits différents qui sont prévus par cette loi? Oui, effectivement, on a aussi un volet tout à fait droit pénal via cette loi. On a eu, comme je l'ai évoqué au départ, beaucoup de débats doctrinaux sur deux choses. Un, sur la sévérité des peines proposées, et deux, sur l'applicabilité des infractions qui ont été créées, ou plutôt renforcées. Alors essentiellement, on a 2-3 grands textes. On a tout d'abord un délit de mise en danger de l'environnement, qui peut s'analyser en fait plutôt en une circonstance aggravante de délits existants déjà, d'accord. Ici, on sanctionne véritablement donc la mise en danger de l'environnement, c'est-à-dire on sanctionne l'émergence d'un risque. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sanction sous le chef de mise en danger de l'environnement, même en l'absence de dommage, d'accord. Le dommage n'est pas une condition pour entrer en voie de condamnation sur le plan pénal, d'accord. Ce délit de mise en danger de l'environnement, essentiellement, je fais court, mais il vise à sanctionner des mises en danger, des atteintes à l'environnement, en particulier dans des secteurs où il y a une police spéciale, c'est-à-dire la police des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, et des TMD, c'est-à-dire tout ce qui concerne les transports de matières dangereuses. Donc, essentiellement, je fais court, mais dans ces deux domaines-là, on a ce délit de mise en danger de l'environnement qui, aujourd'hui, existe, d'accord. Ça, c'est le premier point. Autre point aussi, effectivement, vous avez parlé de 3 délits. On a ce qu'on appelle ce délit d'atteinte à l'environnement, un délit général de pollution. En fait, parce que il faut vraiment lire le texte de loi pour apprécier toutes les nouveautés en la matière. C'est là qu'on a 3 nouveaux, entre guillemets, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi, délits. On a un délit de pollution générale des milieux physiques et biologiques, qu'on appelle aussi délit de pollution des airs et des eaux, d'accord, où on instaure la sanction de certains faits où l'entreprise aurait commis une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, d'accord. Ça, c'est
un premier délit. On a un délit d'abandon de déchets et on a un délit aussi de pollution des airs et des eaux. Je précise quelque chose. On a beaucoup parlé de ce délit d'écocide. Il faut savoir que l'écocide, il existe maintenant dans le code de l'environnement, mais ce n'est pas une infraction à part entière. C'est une circonstance aggravante, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aggraver des délits qui existent déjà. C'est pas une infraction à part entière, comme on voulait l'envisager initialement lors des débats parlementaires. Très bien, merci beaucoup. Et qui dit délit, du coup, dit sanction. Quelles sanctions prévoit cette loi? Elles sont quand même assez lourdes, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour la mise en danger environnementale, là je me suis mis quelques notes. Mise en danger environnementale, on a a priori, c'est les maximums des quantum, c'est le maximum. 3 ans d'emprisonnement, 250 000 euros d'amende. Abandon de déchets, 3 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Délit de pollution air et eau, 5 ans et 1 million, montant pouvant être quintuplé selon avantage tiré de l'infraction pour l'entreprise qui a commis l'infraction. Et le délit, ou plutôt la circonstance aggravante d'écocide, c'est 10 ans et maximum 4,5 millions d'euros d'amende. Donc on est quand même sur des choses qui sont assez massives quand même. Oui, effectivement, de quoi remettre en cause le bon fonctionnement d'une entreprise et enfin la stabilité financière de l'entreprise, en tout cas. Plutôt. Alors, juste quelques remarques si vous permettez, parce que je pense que, à moins qu'il y ait d'autres questions, on comprenne les questions. Juste 2-3 remarques pour clôturer à la volée sur tout ce qui porte sur la loi climat de manière générale. Juste quelques remarques qui me paraissent importantes. Il faut savoir 2-3 choses. Un, on a pas mal de dispositions nouvelles sur les marchés publics. Ça, c'est très important, il faut le noter. D'accord? L'accès aux marchés publics est davantage conditionné par la loi climat. Deuxième point, je le dis pour ceux qui nous lisent et qui nous écoutent, il faut savoir que la déclaration de performance financière va être modifiée par une directive européenne d'ici la fin de l'année. C'est très important parce que ça va complètement changer le reporting européen en la matière. D'accord? Je me permets de le préciser parce que c'est vraiment essentiel. Et dernier point, moi, qui me semble important aussi, je le dis parce qu'on ne le lit pas assez dans les analyses, il y a toute une nouveauté concernant les labels privés et les labels dits de commerce équitable. Aujourd'hui, les labels privés émanant des entreprises et les labels portant sur ce qu'on appelle le commerce équitable sont réglementés. C'était plus ou moins réglementé avant, d'accord? Assez mal, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a vraiment une réglementation précise des labels privés, d'accord, et des labels de commerce équitable qui sont instaurés par cette loi. Je me permets de le dire parce qu'on ne le lit à peu près nulle part sur Internet ou dans les revues spécialisées en matière d'environnement. Or, c'est un point très important de la loi qui va en fait réglementer tous les labels relatifs à ce qu'on appelle tout ce qui relève de la soft law, du droit souple en fait. Très bien, merci, merci beaucoup. Et puis, je rappelle à nos internautes que chez Jury Travail, nous avons énormément d'actualités juridiques et nous ne manquerons pas de publier sur notre site tout article qui viendrait compléter cette webconférence. Je pense notamment aussi au décret d'application qu'on attend sur le contenu précis de la BDE-SE, par exemple. Alors, j'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu bon nombre de réponses à vos questions. Je vous invite vivement à lire notre dossier sur le sujet. Il vous accompagnera pour mettre en place un petit peu toutes ces nouvelles directives. Alors, n'hésitez pas également à contacter Maître Vallier, dont je vous remets les coordonnées à l'écran pour tout conseil supplémentaire. Vous avez pu constater à quel point les dispositions concernant le climat est un sujet chevillé au corps pour lui depuis ses études. Donc, n'hésitez vraiment pas à le contacter. Alors, petite demande de ma part maintenant.
afin de m'assurer de votre satisfaction, ma collègue Marine va vous transmettre par chat un petit lien qui va vous permettre de nous donner votre avis sur la webconférence. N'hésitez pas à nous conseiller des contenus qui vous intéresseraient, voir également si la forme vous intéresse ou si vous souhaitez qu'on la modifie. Ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions ou si dans quelques jours une question vous vient à l'esprit, vous pouvez également poser votre première question gratuitement à nos juristes. Ils vous recontactent très rapidement. En règle générale, c'est dans la journée. Et là encore, ma collègue Marine vous transmet le lien par chat. Alors, petit message également auprès des élus de CSE qui nous écoutent et des délégués syndicaux. J'anime un groupe privé sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Étant moi-même déléguée syndicale et secrétaire de CSE, j'ai souhaité animer une communauté d'élus. Donc, pour ceux qui nous rejoindront, vous verrez, c'est un endroit où la bienveillance est de mise et on attend j'attends avec impatience votre inscription. Enfin, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 21 avril à 14 heures. Donc, ça sera sur un thème radicalement différent. On va partir plutôt sur le droit des affaires cette fois-ci. Donc, cette webconférence sera animée par Maître Yvose, qui est avocate au barreau de Lille, et nous aborderons les contrats de partenariat et les contrats de prestation de services. Donc, Marine vient de vous transmettre également le lien d'inscription sur le chat. Donc, je vous attends nombreux ce jour-là et n'oubliez pas de nous transmettre vos questions. Donc, merci encore à vous, Maître Vallier, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci Et Myriam. je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Myriam. Bonne journée à vous tous. Merci de m'avoir écouté et d'avoir été là. Et je vous remercie vraiment à tous, enfin, je vous remercie tous vraiment d'avoir assisté à cette webconférence. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous dis donc à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir tout le monde.